Qui nous a fait l'honneur de rehausser de sa présence cette cérémonie. Je remercie également M. Alioune Tine, fondateur d'African Jom Center. Remercier les représentants du barreau. Remercier également Maître Aïda Diagne, représentante de la Chambre des notaires, ici présente, ainsi que le représentant du Sud-Just. Adresser également nos remerciements à M. le procureur général Ali Wondaou, ainsi qu'à tous les représentants de la société civile, Amnesty, Ligue sénégalaise des droits de l'homme, la RADDHO, le Forum civil, les représentants de l'USAID, chers invités, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs. Madame le secrétaire général, je me réjouis de vous voir ici à nos côtés pour présider la cérémonie d'ouverture de ce séminaire au nom du ministre de la Justice que vous avez l'honneur de représenter. Je tiens au nom du bureau de l'UMS et au nom de tous les magistrats à lui adresser nos sincères remerciements. Madame le secrétaire général, pour avoir eu l'honneur et le plaisir de vous connaître depuis bientôt 30 ans, je puis témoigner ici, de la manière la plus sincère, que votre présence à ce séminaire n'est pas fortuite. Elle traduit votre attachement indéfectible aux idéaux de notre union et au-delà, à ceux de la justice que nous avons le privilège de servir. Chers invités, malgré un contexte que nous savons tous contraignant, vous avez tenu à rehausser de votre présence cette journée de réflexion que nous organisons. Permettez-moi, au nom de tous les magistrats, de vous adresser nos chaleureux remerciements. La présence dans cette salle de personnalités au profil aussi varié et riche est révélatrice de la place que la justice occupe dans notre vie et celle de la nation. Mais c'est surtout la preuve, s'il en était besoin, qu'au-delà de la diversité de nos positions respectives, nous partageons le même idéal, celui de voir notre chère justice faire honneur à son rang en sachant en permanence tenir la balance égale entre le riche et le pauvre, le faible et le puissant, l'illustre et l'inconnu. Certains peuvent s'interroger sur l'opportunité de tenir une rencontre sur le thème de l'indépendance de la justice, thème qui a déjà fait l'objet de plusieurs séminaires, alors même que notre système judiciaire est confronté à bien d'autres difficultés qui méritent tout autant notre attention. Je pense en particulier à la question de la détention, à l'engorgement des prisons, à la célérité dans le traitement des affaires, à l'état des locaux de nos juridictions, aux défis que pose la pandémie à l'administration de nos tribunaux. D'abord, je voudrais relever que sur bon nombre de ces questions, l'UMS a déjà organisé des activités scientifiques qui ont donné lieu à des échanges fructueux et ont permis de renforcer la capacité des praticiens que nous sommes. Ensuite, si nous insistons autant sur la thématique de l'indépendance de la justice, c'est parce que nous avons pris l'exacte mesure des enjeux de cette question. Le service public de la justice peut certes souffrir de dysfonctionnements liés au manque d'équipements, de locaux, de personnel. Il n'en perdra pas pour autant nécessairement sa crédibilité. Mais dès lors que, aux yeux du public, elle donne l'impression de manquer d'impartialité ou d'indépendance, la justice perd une bonne partie de ce qui fait sa force, c'est-à-dire la confiance des justiciables. Sans une indépendance garantie et assumée, la justice perd en crédibilité et en autorité. Car ce n'est pas la force qui fait la justice, mais plutôt la justice qui fait la force.
Par conséquent, travailler à préserver ce lien de confiance constitue un devoir pour chacun d'entre nous. Ce nous s'adresse en premier lieu aux acteurs de la justice qui doivent adopter en toutes circonstances une posture de neutralité et incarner la figure de tiers impartial et désintéressé. Ce nous s'adresse aussi aux décideurs et responsables de tous bords qui doivent tout mettre en œuvre pour préserver la respectabilité de l'institution judiciaire et, le cas échéant, l'ajuster aux standards modernes d'une justice indépendante et impartiale. L'état de droit est une œuvre jamais achevée et une conquête de tous les jours. Le Sénégal peut se targuer d'avoir de l'indépendance à nos jours franchi bien des paliers à travers la consécration de droits et libertés dans des domaines aussi cruciaux que ceux de la liberté de la presse ou le pluralisme politique. La justice, pilier essentiel de cet état de droit, n'est pas restée en marge de cette dynamique. Elle a aussi subi la loi de l'évolution à travers notamment les réformes du Conseil supérieur de la magistrature. D'abord en 1992 avec la loi organique 92-26 du 30 mai 1992 qui a procédé à l'extension des compétences du Conseil supérieur aux magistrats du parquet. Ensuite, en 2017, avec la loi 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui a notamment porté le nombre de membres élus de 3 à 4. C'est précisément cette dynamique d'ajustement et de modernisation qu'il nous faut poursuivre au nom de l'approfondissement de notre état de droit. Ainsi, l'appel incessant à la mise en œuvre de réformes ne doit pas être assimilé à une remise en cause du passé, bien au contraire. Honorer nos illustres prédécesseurs, ce n'est pas s'accrocher à leur réalisation, mais s'inscrire dans leur dynamique. Comme nous le dit si bien Jean Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Du reste, la voie semble déjà tracée par les acteurs de la famille judiciaire à travers le comité de concertation sur la modernisation de la justice mis sur pied par le ministère de la Justice en mars 2018. Dans ses conclusions, ce comité, composé des représentants des magistrats, des avocats, des huissiers, des notaires, des experts et de la société civile, a formulé des propositions de réforme dont la mise en œuvre est devenue plus que nécessaire. Au cours des travaux de ce matin, les participants auront l'opportunité de se pencher sur 2 aspects de ces propositions, à savoir le statut du parquet et le Conseil supérieur de la magistrature. Au sujet du parquet, le diagnostic fait par les acteurs de la justice et qui est régulièrement conforté par la pratique judiciaire révèle que la subordination à l'autorité politique sans distinction entre attributions administratives et judiciaires fait peser sur cette entité et par ricochet sur la justice tout entière un soupçon permanent de collusion préjudiciable à l'image et à l'autorité du pouvoir judiciaire. Quant au Conseil supérieur de la magistrature, organe capital considéré à juste titre comme la clé de voûte de l'indépendance de la justice, sa réforme nous semble plus que nécessaire au regard de l'inadéquation entre la mission qui lui est assignée et ses règles d'organisation, de composition et de fonctionnement. C'est pour mettre en exergue l'importance d'un tel organe que Jean Gicquel, commentant la loi française du 30 août 1883, qui constitua la Cour de cassation en Conseil supérieur de justice, disait, je cite, qu'il s'agit d'un texte fondateur de la justice républicaine, en ce qu'il créa, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, un organe d'interposition destiné à protéger l'indépendance des juges. Fin de citation. Le paradoxe de notre Conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi son principal handicap, c'est qu'il est chapeauté et piloté par celui-là même dont il est censé limiter l'influence. L'heure semble donc venue de procéder à un changement de paradigme à travers, entre autres mesures, l'autonomisation du Conseil supérieur de la magistrature et l'instauration de la procédure d'appel à candidature qui
qui permettront à cet organe d'assumer sa mission au mieux des intérêts de la justice et des justiciables. Mesdames et messieurs, l'intérêt de ce séminaire tient moins au contenu de ces propositions de réforme, que beaucoup d'entre nous ici connaissent du bout des doigts, qu'à la nécessité de sensibiliser sur leurs enjeux qui dépassent de loin le cadre professionnel des magistrats. En effet, nous avons la ferme conviction que la mise en œuvre de ces réformes aura le triple avantage de faire gagner la justice en crédibilité, les citoyens en sécurité et l'état de droit en solidité. Que faut-il de plus pour convaincre de l'opportunité de leur mise en œuvre? Clémenceau disait fort justement, je cite, que la guerre est une chose trop grave pour être confiée seulement à des militaires. Fin de citation. De même, la mise en œuvre de ces réformes met en jeu trop d'intérêts pour n'être plaidés que par des acteurs de la justice. Aussi, espérons-nous qu'au terme de ces échanges, chacun d'entre nous sortira d'ici plus résolu et disposé que jamais à jouer sa partition pour l'avènement d'une justice plus indépendante et plus crédible. Chers collègues, nous avons la redoutable mais exaltante mission de rendre la justice. Beaucoup d'entre nous font preuve dans l'exercice de leurs fonctions d'une abnégation et d'une ardeur qui en disent long sur l'amour qu'ils portent à la justice. Aussi, est-ce avec beaucoup de peine que nous entendons parfois nos concitoyens adresser des critiques, parfois acerbes, à cette institution judiciaire à laquelle nous sommes si attachés. Vous me permettez donc d'en dire quelques mots avant de conclure. Le propre de tout service public, la justice en est un, incontestablement, c'est d'être régulièrement soumis à la critique de la société qu'il est appelé à servir. C'est particulièrement vrai pour la justice qui, chaque jour, s'invite dans la vie et l'intimité des citoyens. C'est cet intérêt que l'opinion a toujours porté à la justice qui a fait dire au chancelier d'Aguesseau, dans sa harangue aux juges du Parlement de Paris à la Saint-Martin de 1708, que je cite, « Élevés au-dessus des peuples qui environnent votre tribunal, vous n'en êtes que plus exposés à leur regard. Vous jugez leurs différends, mais ils jugent votre justice. Le public vous voit à découvert au grand jour que votre dignité semble répandre autour de vous. Et tel est le bonheur ou le malheur de votre condition, que vous ne saurez cacher ni vos vertus, ni vos défauts. » Fin de citation. Toutefois, le droit de critiquer ne doit pas tourner au culte du déni. Car chaque jour, et je prends à témoin les nombreux concitoyens qui régulièrement arpentent les couloirs des tribunaux, des centaines, voire des milliers de décisions sont rendues dans des conditions de transparence totale et dans des délais plus que raisonnables. Tout cela, on le doit à la qualité de la formation dispensée par le Centre de formation judiciaire, ainsi qu'aux efforts en équipement fournis par les autorités étatiques. Mais on le doit aussi et surtout à l'abnégation et au sens élevé de responsabilité des membres du personnel judiciaire, toutes catégories confondues, qui font la fierté de notre pays et méritent de ce fait respect et considération. Sachons donc raison garder. Néanmoins, le devoir d'objectivité nous oblige aussi à reconnaître que notre système judiciaire comporte des limites certaines que nous gagnerons à identifier et à corriger pour le bien de tous. Par conséquent, certaines critiques qui émanent de nos concitoyens, au nom de qui nous rendons la justice, et dont on ne peut contester le bien fondé, doivent être accueillis avec humilité et traités avec clairvoyance. C'est tout le sens de l'atelier d'aujourd'hui par lequel nous appelons à l'instauration d'un débat serein, responsable et constructif qui nous permettra de baliser le chemin vers un horizon meilleur. Le Coran nous enseigne que la paix est fille de la justice et de la droiture. Wassalam man ittaba al-huda. Évertuons-nous à semer la graine de la justice et de l'équité,
afin que puisse germer et grandir dans notre cher Sénégal l'arbre de la paix et de la concorde. Je vous remercie de votre aimable attention.